Bonjour. Dans le domaine de l'alimentation, l'huile de palme est l'un des sujets dont vous entendez le plus parler ces dernières années, mais vous êtes nombreux à vous poser des questions et à ne pas savoir quels produits éviter ou bien acheter. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Comment est fabriquée l'huile de palme, quel est son impact sur votre santé, dans quels produits la trouve-t-on et comment la repérer sur les ingrédients. Je vous parlerai également des graisses trans et pourquoi elles sont encore plus néfastes pour votre santé. Et enfin, je vous dirai quelles huiles vous devez absolument avoir dans votre cuisine. L'huile de palme est l'huile la plus utilisée au monde. À l'origine, c'est un ingrédient traditionnel de la cuisine d'Afrique de l'Ouest, mais elle est désormais surtout utilisée dans l'industrie, à 80% dans l'agroalimentaire, à 19% par l'industrie des cosmétiques et le pourcent restant dans les agrocarburants. Comme je le disais, le palmier à huile pousse à l'origine en Afrique de l'Ouest, mais un Français, Henri Fauconnier, l'a exporté depuis le Congo, en Indonésie et en Malaisie au début du XXe siècle. Ces deux pays sont désormais les plus gros producteurs au monde d'huile de palme, avec plus de 80% du marché et une production qui a explosé depuis 40 ans. Le premier problème, avant même de parler de la santé, va donc être son impact écologique. En effet, comme je le disais, le palmier à huile pousse dans des régions tropicales et donc pour le cultiver, il va rentrer en concurrence directe avec la forêt vierge. Et en Indonésie notamment, les exploitants rasent cette forêt primaire pour faire place à des champs de monoculture de palmiers à huile. Et c'est comme cela qu'en 60 ans, plus de 75% de la forêt vierge en Indonésie a été rasée. Et cela fait de l'Indonésie l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, car dans les arbres, il y a beaucoup de carbone stocké. Et donc forcément, toutes les espèces qui vivaient dans la jungle sont menacées de disparition, avec notamment une espèce très symbolique, l'orang-outan, dont le nombre est passé en un siècle de plus de 500 000 individus à environ 50 000 aujourd'hui. Et comme leur habitat est complètement détruit, on voit parfois des orang-outans qui errent dans les champs de culture de palmiers à huile à la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'ils meurent de faim, comme montré très bien dans le documentaire Green, que je vous recommande d'ailleurs fortement. Maintenant que vous avez compris le contexte, regardons comment cette huile de palme est fabriquée. Le palmier à huile donne des fruits 2 fois par mois pendant toute l'année. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle elle est si bon marché, car le palmier à huile est très productif et donc très rentable. Et si l'on presse la pulpe du fruit, on obtient de l'huile de palme. Et avec l'amande, on peut également obtenir de l'huile qu'on appellera huile de palmiste. L'huile de palme vierge brute va être naturellement rouge car elle va contenir du bêta-carotène. Elle contient également un petit peu de vitamines, donc quelques qualités nutritionnelles. Mais malheureusement, les industriels vont lui faire subir toute une série d'étapes pour obtenir une matière grasse semi-solide à température ambiante. Et donc, ils vont lui faire subir plusieurs étapes pour la désodoriser, la décoloriser, plusieurs étapes de filtrage pour obtenir au final un liquide complètement blanc, incolore, inodore, sans saveur et qui a perdu les quelques qualités nutritionnelles qu'elle pouvait encore avoir. L'huile de palme, qu'elle soit ou non raffinée, contient environ 50% de graisse saturée, 40% de graisse monoinsaturée et environ 10% de graisse polyinsaturée, essentiellement des oméga 6. Pour rappel et très rapidement, car c'est un principe qui me prend beaucoup plus de temps à expliquer dans tous mes programmes, il y a 3 grandes familles de graisses. Les graisses saturées que l'on va donc trouver soit dans les produits animaux, viande, produits laitiers, charcuterie, soit dans des huiles végétales comme l'huile de palme ou l'huile de coco. Il y a les graisses monoinsaturées, huile d'olive, avocat surtout, et ensuite les graisses polyinsaturées avec 2 sous-familles, les oméga 6 que l'on va trouver essentiellement dans les céréales et les huiles comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin, et les oméga 3 que l'on va trouver d'une part dans les animaux, les poissons gras essentiellement, sardines, maquereaux, saumon, etc. et un petit peu dans des végétaux
comme les graines de lin ou la mâche par exemple. Pour simplifier au maximum, les graisses monoinsaturées sont celles à privilégier avant tout, donc voilà, huile d'olive, avocat. Les graisses polyinsaturées, les oméga 6, il faut les limiter autant que faire se peut, donc une des raisons pour lesquelles à oublier complètement les huiles type huile de tournesol, huile de pépin de raisin, ne pas trop consommer de céréales. Et ensuite, d'un autre côté, favoriser les oméga 3 est donc une bonne raison pour manger très régulièrement des poissons gras. Quant aux graisses saturées, elles ont longtemps été diabolisées, mais en fait, depuis quelques années, on est revenu sur ces recommandations et on peut parfaitement en apporter un petit peu dans une alimentation saine, équilibrée. Le vrai problème va venir d'un excès de graisses saturées, ce qui malheureusement est le cas avec l'alimentation moderne de nos pays développés. Et donc ces graisses saturées en excès vont amener des problèmes de santé comme une augmentation de la résistance à l'insuline, une baisse de l'utilisation par votre corps des graisses comme source d'énergie et même des problèmes cardiovasculaires. Autre point, les graisses participent à la formation des membranes de toutes vos cellules et donc trop de graisses saturées vont augmenter les risques d'avoir des membranes de cellules qui vont se rigidifier et un manque de souplesse des membranes, cela peut poser beaucoup de problèmes à long terme. Ces graisses saturées, vous en avez donc déjà un peu en mangeant de la viande ou parfois des produits laitiers, sans parler de tous les aliments où on va en trouver en faible quantité. Et donc l'huile de palme raffinée que les industriels de l'agroalimentaire vont mettre partout n'a aucun intérêt nutritionnel. Mais malheureusement, cette industrie agroalimentaire est devenue complètement dépendante de l'huile de palme, un petit peu comme une droguée. Car en fait, c'est une graisse idéale pour les industriels. Elle supporte mieux les températures élevées, elle rancit moins vite, elle rend les aliments plus moelleux et, bien entendu, c'est l'huile la moins chère et la plus rentable. Et c'est pour cela que vous allez trouver cette huile de palme dans un nombre incroyable de produits au supermarché. Il y en aura dans du pain de mie industriel, des céréales de petit déjeuner, des biscottes, des cookies et biscuits, des soupes, des pâtes à tarte, des plats préparés et même dans des aliments pour bébés. L'un des produits les plus emblématiques et les plus riches en huile de palme est le Nutella, cette fameuse pâte à tartiner que l'on nous vend pour soi-disant sa richesse en bon chocolat, bon lait et bonnes noisettes. Eh bien, 50% du produit est constitué d'huile de palme, le reste étant majoritairement du sucre raffiné. Ce qui veut dire qu'avec 2 tartines tous les matins, pour vous ou pour vos enfants, eh bien, sur une année entière, 2 tartines tous les matins, cela va représenter plus de 5 litres d'huile de palme sur l'année. Alors comment la repérer sur les étiquettes ? Dans la liste des ingrédients, il y aura rarement marqué telle quelle huile de palme. Il faut donc la repérer sous l'appellation huile végétale ou matière grasse végétale. Parfois, l'huile végétale sera au pluriel, ce qui signifie que c'est un mélange d'huile, par exemple de l'huile de palme mélangée avec de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de palmiste ou de l'huile de coco. Mais en grande partie tout de même de l'huile de palme. Petite parenthèse, vous pourrez trouver de l'huile de palme également dans les produits bio. Alors même bio, elle reste tout de même à éviter. Et vous pourrez parfois aussi voir sur certains produits la notion de huile de palme durable, c'est-à-dire que normalement, soi-disant, les palmiers ont été cultivés sans raser de la forêt vierge, etc. Alors, on va être très clair, l'organisme chargé de certifier ces cultures durables est sous la mainmise des plus gros industriels indonésiens et donc n'a aucune crédibilité. Et ce critère de durable, il ne faut pas forcément en tenir compte. Le deuxième problème va venir du fait de manger à l'extérieur, que ce soit au restaurant, des plats importés ou même au self de votre entreprise. Car malheureusement, l'immense majorité des restaurants utilisent en partie ou en totalité des plats préparés. Et donc forcément qui ont une grande chance de contenir de mauvaises graisses et donc de l'huile de palme. Et mon conseil, si vous avez le choix, c'est déjà
de toujours choisir des restaurants de qualité qui travaillent à partir de produits frais, et un bon moyen de s'assurer de cela, c'est de choisir des restaurants qui ont des cuisines ouvertes, donc vous pouvez voir ce qui s'y passe. Et ensuite, d'essayer d'éviter tous les plats qui auront une grande chance de contenir de l'huile de palme. Par exemple, tout ce qui va être sauce, tout ce qui va être assaisonnement, demandez toujours l'huile à part pour assaisonner vous-même votre plat, votre salade. Et tout ce qui va être pain, biscuiterie, pâtisserie, ça, à bien vérifier que c'est du maison, car si c'est de l'industriel, forcément, il y aura de l'huile de palme dedans. Autre type de matière grasse, les graisses trans ou graisses hydrogénées. L'hydrogénation est un processus industriel qui consiste à faire une réaction entre une huile et de l'hydrogène, ce qui va permettre d'obtenir un corps gras semi-solide, facile donc à transporter, à stocker et à cuisiner. On peut utiliser pour faire de l'hydrogénation de l'huile de palme, mais aussi d'autres huiles comme de l'huile de tournesol ou même de l'huile de colza. Ces graisses hydrogénées, qu'on appelle également graisses trans, sont encore plus néfastes pour votre santé que l'huile de palme classique. En effet, elles vont favoriser les problèmes cardiovasculaires, les risques d'infarctus, augmenter la résistance à l'insuline et donc les risques de développer du diabète, favoriser la prise de poids et même augmenterait les risques de développer certains cancers comme le cancer du sein, du côlon ou de la prostate. On les utilise beaucoup dans la boulangerie et la pâtisserie industrielle d'une part, et dans les huiles de friture d'autre part. Et vous allez donc trouver ces graisses trans surtout dans le pain industriel, les sandwichs, des céréales, beaucoup dans les viennoiseries industrielles, les pâtes à tarte feuilletées, les pâtes à pizza, les biscuits et gâteaux et les fritures, donc beaucoup dans la nourriture de fast-food. Et malheureusement, alors que d'un point de vue santé publique, autoriser ce poison est complètement indéfendable, eh bien en France, elles sont toujours autorisées, alors qu'il y a certains pays, notamment le Danemark, qui les a complètement interdites. Et même à New York, la mairie a interdit l'utilisation d'huile hydrogénée dans tous les restaurants et fast-food de la ville. Alors comment repérer les graisses trans dans les ingrédients pour les éviter? Le principal problème va venir des huiles partiellement hydrogénées. Malheureusement, la réglementation n'oblige pas les industriels à préciser si une huile est partiellement ou totalement hydrogénée. Et donc, pour faire très simple, si vous voyez le mot huile hydrogénée dans la liste des ingrédients d'un produit, vous l'oubliez et le reposez dans le rayon. Ensuite, parfois, sur l'étiquetage nutritionnel, c'est-à-dire les lipides, glucides, protéines là, sur le côté d'un produit, il y aura parfois précisé les différents acides gras présents dans le produit et donc avec la teneur en acides gras trans. Et si vous voyez donc qu'il y a une certaine quantité d'acides gras trans, pareil, vous oubliez le produit. Et enfin, lorsque vous mangez à l'extérieur, au restaurant, la règle est très simple, vous oubliez complètement tout ce qui va être friture, car elles ont de grandes chances d'avoir été frites dans une huile hydrogénée. Vous l'avez compris, l'huile de palme et les huiles hydrogénées sont de toute manière à éviter définitivement et sans compromis. Alors maintenant, quelles huiles avoir dans votre cuisine? Premièrement, toutes les huiles trop riches en oméga 6 et donc pro-inflammatoires vont être à éviter autant que faire se peut. Ce sont les huiles de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile de maïs. L'huile de base à avoir dans votre cuisine, qui elle est très bonne pour la santé, c'est l'huile d'olive. Donc bien entendu extra vierge et de première pression à froid. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien pour la cuisine que pour l'assaisonnement. Vous pouvez compléter l'huile d'olive par une huile qui contiendra un petit peu d'oméga 3 et essentiellement comme l'huile d'olive des graisses monoinsaturées. Il s'agit de l'huile de colza que là vous allez utiliser uniquement pour l'assaisonnement, car les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur et vous allez les perdre si vous faites chauffer l'huile de colza. Et éventuellement, si vous voulez faire des cuissons à plus haute température, il vous faut une huile qui résiste bien à la chaleur et donc riche en graisses saturées. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco, vierge et bio obligatoirement. L'huile de noix de coco est riche en graisses saturées, mais
avec en partie des graisses saturées différentes de celles de l'huile de palme, des graisses saturées meilleures pour la santé que celles de l'huile de palme. Donc c'est une huile, l'huile de noix de coco, acceptable pour des cuissons occasionnelles. Mais comme de toute manière, je vous recommande fortement de cuisiner essentiellement à température douce, mijotage, à l'étouffer, etc. L'huile d'olive, dans ces cas-là, répondra à tous vos besoins. N'hésitez pas à me raconter vos expériences ou à me poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des idées de sujets que vous avez envie que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire également. Et bien entendu, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée sur Facebook et sur Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur naturacoach.com.